L'urgence de la diplomatie est évidente. Il y a eu un effondrement complet de la diplomatie entre les États-Unis et la Russie et un effondrement presque total entre les États-Unis et la Chine. L'Europe, qui est devenue beaucoup trop dépendante des États-Unis, suit simplement la direction des États-Unis. Cette absence de diplomatie crée une dynamique d'escalade qui pourrait conduire à une guerre nucléaire. Par conséquent, la priorité absolue pour la paix mondiale est de rétablir la diplomatie américaine avec la Russie et la Chine. Cette situation est soulignée par les insultes personnelles fréquentes du président Joe Biden envers ses homologues russes et chinois. Au lieu de se concentrer sur la politique, Biden vise souvent le personnel, en particulier avec le président Vladimir Poutine. Par exemple, il a récemment appelé le président Poutine un fou de Sobé. En mars 2022, Biden a déclaré « Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir ». Juste après avoir rencontré le président Xi Jinping l'automne dernier, Biden l'a qualifié de « dictateur ». Cette approche de personnalisation des relations complexes entre superpuissances est nuisible à la paix et à la résolution des problèmes. De plus, cette rhétorique grossière et le manque de diplomatie sérieuse ont conduit à une augmentation choquante de l'irresponsabilité rhétorique. Par exemple, le président de la Lettonie a récemment tweeté « La Russie doit être détruite », faisant écho à l'appel ancien de Caton l'Ancien pour la destruction de Carthage par Rome avant la Troisième Guerre punique. À un certain niveau, ces déclarations totalement puériles rappellent la leçon importante du président John F. Kennedy tirée de la crise des missiles de Cuba, la nécessité d'éviter d'humilier un adversaire nucléaire. Kennedy a souligné l'importance de la diplomatie et de la prudence dans les relations internationales. Cependant, il existe un problème encore plus profond. La base de la politique étrangère des États-Unis est actuellement construite sur l'hypothèse des motifs des homologues plutôt que sur l'engagement dans de véritables négociations. La position prédominante des États-Unis est que l'autre partie ne peut pas être considérée comme fiable pour négocier de bonne foi, rendant toute tentative de négociation semblant inutile. Cette perspective conduit à la dénonciation des négociations comme futiles, inopportunes et signes de faiblesse. L'exemple de Neville Chamberlain de la Grande-Bretagne, tentant de négocier avec Hitler en 1938, est fréquemment cité pour arguer que Hitler l'a trompé, suggérant que la même chose se produirait dans les négociations d'aujourd'hui. Par conséquent, chaque adversaire des États-Unis est étiqueté comme le prochain Hitler, Saddam Hussein, Bachar al-Assad, Vladimir Poutine et Xi Jinping, entre autres, impliquant que les négociations avec eux seraient infructueuses. Cette banalisation de l'histoire et des conflits actuels nous pousse dangereusement vers une guerre nucléaire. Le monde est plus proche de l'Armageddon nucléaire que jamais auparavant, avec l'horloge de l'apocalypse indiquant 90 secondes avant minuit. Cela est dû au fait que les superpuissances nucléaires ne s'engagent pas dans des négociations et les États-Unis sont devenus le moins diplomatique de tous les États membres de l'ONU, mesuré par l'adhésion à la Charte de l'ONU. La diplomatie est cruciale parce que la plupart des conflits sont, comme les théoriciens des jeux les décrivent, des dilemmes stratégiques. Un dilemme stratégique est une situation où la paix ou la coopération est bénéfique pour les deux parties. Cependant, chaque partie a un intérêt à trahir un accord de paix pour obtenir un avantage sur l'autre. Lors de la crise des missiles de Cuba, par exemple, la paix était préférable pour les États-Unis comme pour l'Union soviétique à une guerre nucléaire. Pourtant, chaque côté craignait qu'en acceptant la paix, l'autre partie ne triche, éventuellement par une première frappe nucléaire. La clé pour atteindre la paix dans de telles situations réside dans les mécanismes assurant le respect des engagements. Le président Ronald Reagan, lors des négociations avec le président soviétique Mikhail Gorbatchev, a souligné cela avec le proverbe russe « faire confiance, mais vérifier ». Il existe de nombreuses façons de construire la confiance. Fondamentalement, les deux parties peuvent se rappeler qu'elles sont engagées dans un jeu répété,
où des dilemmes stratégiques se produisent régulièrement entre elles. Tricher aujourd'hui mettrait en péril la coopération future. De plus, il existe divers mécanismes de mise en application, incluant les traités formels, les garanties de tiers, le suivi systématique, les accords par phase et d'autres. JFK était confiant que l'accord pour mettre fin à la crise des missiles de Cuba, négocié avec le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev en octobre 1962, serait respecté, et il le fut. Il était également confiant que le traité partiel d'interdiction des essais nucléaires, négocié avec Khrouchtchev en juillet 1963, serait respecté, et ce fut également le cas. That he negotiated with Khrushchev in July 1963 would also stick, and it did. Comme JFK l'a souligné à propos de tels accords, ils dépendent de la négociation d'un accord qui est dans l'intérêt mutuel des deux parties. Les théoriciens des jeux ont étudié les dilemmes stratégiques depuis plus de 70 ans maintenant, le plus célèbre étant le dilemme du prisonnier. Ils ont à maintes reprises trouvé qu'un chemin clé vers la coopération dans un dilemme stratégique est à travers le dialogue, même non contraignant. L'interaction humaine augmente considérablement la probabilité d'une coopération mutuellement bénéfique. Chamberlain avait-il tort de négocier avec Hitler à Munich en 1938? Non. Il avait tort sur les détails, parvenant à un accord mal avisé que Hitler n'avait pas l'intention de respecter, puis en proclamant naïvement la paix pour notre temps. Pourtant, même ainsi, la négociation de Chamberlain avec Hitler a finalement contribué à la défaite de Hitler. En exposant clairement la perfidie de Hitler au monde, l'échec de l'accord de Munich a ouvert la voie à un Winston Churchill résolu pour prendre le pouvoir en Grande-Bretagne. Cet événement a obtenu une profonde justification et un large soutien public en Grande-Bretagne et dans le monde entier, menant finalement à l'alliance UK-US soviétique qui a vaincu Hitler. L'analogie répétée à 1938 est en tout cas totalement simpliste, et à certains égards même inversée. La guerre en Ukraine nécessite une véritable négociation entre les parties, la Russie, l'Ukraine et les États-Unis, pour aborder des questions telles que l'élargissement de l'OTAN et la sécurité mutuelle de toutes les parties au conflit. And the mutual security of all parties to the conflict. These issues pose true strategic dilemmas. Ces problèmes présentent de véritables dilemmes stratégiques, signifiant que toutes les parties impliquées, les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, ont intérêt à mettre fin à la guerre et à atteindre un résultat mutuellement satisfaisant. De plus, ce sont les États-Unis et leurs alliés qui ont rompu les accords et refusé la diplomatie. Les États-Unis ont violé leurs engagements solennels envers le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev et le président russe Boris Eltsine que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est. Les États-Unis ont soutenu le coup d'État violent à Kiev en 2014 qui a renversé le président ukrainien Viktor Yanukovych. Les États-Unis, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont refusé de soutenir l'accord de Minsk II. Les États-Unis se sont retirés unilatéralement du traité sur les missiles antibalistiques en 2002 et du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire en 2019. Les États-Unis ont refusé de négocier lorsque Poutine a proposé un projet de traité de sécurité Russie-États-Unis le 15 décembre 2021. Il n'y a eu aucune diplomatie directe entre Biden et Poutine depuis le début de 2022. Lorsque la Russie et l'Ukraine ont négocié directement en mars 2022, le Royaume-Uni et les États-Unis sont intervenus pour bloquer un accord basé sur la neutralité ukrainienne. Poutine a réitéré l'ouverture de la Russie aux négociations dans son interview avec Tucker Carlson et plus récemment. La guerre continue avec des centaines de milliers de morts et des centaines de milliards de dollars de destruction. Nous approchons de l'abîme nucléaire. Il est temps de parler. Dans les mots immortels et la sagesse de John F. Kennedy dans son discours d'investiture, ne négocions jamais par peur, mais n'ayons jamais peur de négocier. But let us never fear to negotiate.